aucun pays en Afrique, d'ailleurs aucun pays dans le monde, à part le Vietnam, n'a réussi à faire dégager l'armée française et à faire dégager l'armée américaine. En même temps, hein? Coup sur coup. Mais pour qui se prennent-ils? Au lieu de se concentrer sur leurs propres problèmes, ils passent leur temps à ouvrir leur bouche et à foutre le désordre chez les autres. Ce n'est pas pour rien qu'elle a des palabres avec ses voisins de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Nathalie Yamb, pourquoi ces interventions dérangent autant? Ils ont été battus dans le domaine de la présence militaire sur place ici, mais ça ne veut pas dire que notre adversaire est statique, ça ne veut pas dire qu'il encaisse les coups et qu'il reste immobile, il s'adapte. C'est ça. Il se reforme, c'est une hydre, on coupe une tête, il y en a une autre qui bien sûr. Elle dérange, elle secoue, elle ne mâche pas ses mots. Nathalie Yamb, activiste panafricaine, est aujourd'hui l'une des voix les plus redoutées par certains régimes africains et occidentaux. Mais pourquoi ces prises de parole dérangent-elles autant? Pourquoi est-elle devenue l'ennemi public des systèmes établis? Née en Suisse, d'origine camerounaise, Nathalie Yamb est connue pour son engagement sans compromis contre le néocolonialisme, en particulier celui de la France en Afrique. Son franc-parler l'a menée jusqu'à l'expulsion de la Côte d'Ivoire en 2019, après un discours virulent au sommet Russie-Afrique à Sochi. Depuis, elle multiplie les conférences, les interventions médiatiques et les publications sur les réseaux sociaux. Il faut également que tout ce que les excellents services de renseignement de l'AES ont comme information sur les trafics dans la zone soit dévoilé et exposé au grand public. Mais pourquoi elle dérange? Parce qu'elle nomme les choses. Elle parle de pillage, de domination, de complicité entre les élites africaines et l'Occident. Elle expose les réseaux d'influence de la France-Afrique aux multinationales. Elle met en lumière les liens invisibles qui contrôlent les décisions politiques sur le continent. Elle mobilise la jeunesse. Sa manière de parler, directe, simple, connectée à la réalité, touche une large audience, surtout les jeunes. Elle est une femme libre dans un système dominé. Et ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Une femme africaine qui n'a pas peur d'affronter des présidents et des institutions puissantes. Ces prises de position le valent attaques, menaces, censure, interdites de séjour dans plusieurs pays, parfois accusée de populisme ou d'extrémisme. Mais elle reste debout. Et surtout, elle n'est pas seule. Une nouvelle génération d'activistes suit ses pas. Son influence dépasse les frontières et c'est ça qui inquiète. Et je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas arrivé au près du but. On est au début d'une longue guerre. Et souvent, les gens sont impatients. Ils se disent, bon, ben ça va, les Français sont partis, les Américains sont partis, maintenant on veut du travail, on veut... Mais ce que j'explique dans ces conférences, c'est que l'État, la réforme fondamentale qui est en train de faire, la refondation qui est en train d'être faite, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est Angela Davis disait que le radicalisme, c'est d'aller arracher les racines du mal et les enlever. Et c'est ce qui est en train d'être fait ici. C'est pas des opérations de cosmétique. Et donc un État c'est pas un petit vélo qu'on freine et puis on tourne. Un État, c'est un gros paquebot qui, même quand il freine, même quand il veut tourner, quand il freine, il continue quand même d'avancer, porté par son poids, porté par la houle, par la vague, Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Et si certaines personnes peuvent penser que ça stagne ou on tarde à avoir les fruits, alors ils sont pas du tout. C'est que le Niger a fait ce que d'autres États n'ont pas fait en 60 ans. Ça, c'est sûr. En un an, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont faites qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on est dedans. Et j'ai pensé que c'était important avec mes camarades, avec vos amis, voilà, de venir bien expliquer aux uns et aux autres que les défis sont nombreux. Et que nous sommes dans un mouvement de refondation, mais qu'il faut de la patience, de la résilience et de l'intelligence. D'accord. Madame, la division, vous l'avez dit, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Qu'est-ce que vous fait dire ça et quelles sont vos preuves? Mes preuves sont l'histoire. C'est l'histoire. D'accord. Sont dans l'histoire. C'est pour ça que on a mis historique dans le terme, dans le thème. En fait, quand on regarde l'histoire, c'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. L'Occident ne perçoit
sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, de conquête, de force, de rapport de force. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis ici aujourd'hui. Nous avons un individu qui a été président de la France, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Qui nous avait dit à une époque, depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, qui lui-même, entre-temps, est très suffisamment entré dans l'histoire judiciaire de son pays, bien sûr. En étant le premier ex-président français à être condamné et à porter un bracelet électronique. Oui, tout à fait. Ce monsieur a été auditionné récemment, je pense que la vidéo a circulé un peu partout, a été auditionné récemment devant le Parlement. Et lors de cette audition, il a dit, je le cite, « La civilisation la plus brutale, la plus sauvage, la plus violente qui existe et qui ait jamais existé, c'est la civilisation européenne. C'est nous, c'est pas les autres. » Fin de citation. Donc pour une fois, il a dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est factuel. C'est factuel. Depuis toujours, ils ont divisé pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ils se rendent à Berlin en 1884-1885. Ils prennent leur bic, leurs règles, et puis ils commencent à se partager l'Afrique. Il y a 14 puissances de l'époque qui sont là. Et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, même dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonisation, la France, par exemple, avait un espace où elle était puissance colonisatrice. Mais elle n'a pas, mais elle a quand même divisé cet espace. C'est ça. En Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils ont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes largeurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, avec la guerre de Biafra, pardon. Absolument. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé soit les divisions nord-sud, soit est-ouest. Il y a toujours eu des fragmentations. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Voilà l'exemple plus récent. Donc l'histoire là aussi nous prouve que c'est diviser pour régner. Maintenant, même au-delà de l'Afrique, il y a cette volonté de diviser pour régner quand ils veulent quelque chose. C'est ça. Et on l'a vu, et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie de 1991-2001, ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Protection des minorités, c'est ça. Voilà. Alors eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques, ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique. Avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international, ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent, pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Ils l'ont fait en Yougoslavie, ils l'ont fait au Biafra, ils l'ont aussi fait chez les Ouïghours en Chine, la thématique des Rohingyas en Birmanie. Ce qui, je le disais aux jeunes, si vous remarquez bien, les minorités ethniques musulmanes, par exemple,
ils veulent les protéger, mais quand elles sont loin. Quand elles sont en France, là-bas, chez eux, ils les qualifient d'ennemis, d'envahisseurs, de gens qu'il faut renvoyer chez eux. Chez eux, tout à fait. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra, ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs. Tout ça, ça sert à fragmenter, à diviser et à affaiblir. Parce que des peuples unis, seuls des peuples unis sont capables de reprendre leur destin en main, bien sûr. de corriger ce qui a été déconstruit. Et on remarque d'ailleurs que chez eux, ils font tout le contraire. Ils s'unissent, ils font tomber les barrières. L'Union européenne, Schengen, là-bas c'est la vraie intégration. Les gens sortent de chez eux, ils peuvent faire 4 pays dans la journée sans sortir même une fois leur passeport ou leur carte d'identité. Alors qu'ici, au sein des espaces même régionaux qu'on a, je ne peux pas aller du Ghana au Togo sans montrer mon passeport. Le passeport. Et même sans d'ailleurs donner un peu d'argent pour qu'on me laisse passer. Donc on a l'histoire qui nous prouve cela. Et on a aussi l'histoire qui nous prouve que eux savent que c'est négatif parce que chez eux, ils combattent ceux qui veulent diviser ou qui veulent se séparer. Vous voyez les thématiques des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Basques, des Catalans. Pas plus tard qu'en 2017 et en 2019, l'Espagne a sorti des mandats d'arrêt internationaux. On était tous là contre Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, qui s'est réfugié jusqu'au moment où nous parlons. Il est réfugié en Belgique. En Belgique, voilà. Alors, nous, ici, on encourage des gens à dire séparez-vous, séparez-vous, il faut couper ici, il faut tracer ici. Mais chez eux, si quelqu'un parle, c'est pas possible. Chez eux, ils ont formaté quand même, ils ont ce que j'appelle le minimum républicain. Et je pense que ça, c'est un thème qui pour moi est très important. C'est-à-dire que ce qui encourage la division, mes camarades l'ont dit, c'est qu'il y a leur plan là-bas, mais c'est qu'ils ont des relais locaux dans toutes les strates de la société qui continuent d'œuvrer pour ça. Mais chez eux, je vous assure, Monsieur Abdoulaye, vous prenez un milliardaire qui va avec des millions de dollars voir des leaders politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique chez eux, vous allez leur déposer de l'argent en disant il faut faire un coup d'État, il faut armer des jeunes pour obtenir la sécession. On va vous envoyer balader, ça ne va jamais marcher. Et il faut, c'est ce que j'appelle le minimum républicain. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des désaccords, ils sont même idéologiques. Ça, on voit les débats. Mais ils ne vont jamais accepter qu'un étranger vienne les instrumentaliser pour casser le pays, pour attaquer le pays, pour endeuiller le pays. Jamais. Et il faut que nous, ici, nous fassions ce changement de mentalité qui va se projeter sur plusieurs années. On ne change pas les mentalités comme on change le chemise. Mais il faut, et c'est ce qu'on essaye d'initier aussi à travers ces cycles de conférences, de faire cette prise de conscience, même si on n'est pas d'accord. La discussion, la recherche du consensus, le débat permettent à une maturation de la population. On peut se diviser entre nous, on peut discuter, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas laisser des étrangers venir nous instrumentaliser pour nous déchirer, alors qu'eux-mêmes sont hermétiques à cela. Voilà. Donc, c'était mes preuves. J'espère que le tribunal les jugera acceptables. Tout à fait. Dans un continent où les voix libres sont souvent étouffées, faut-il craindre ou écouter Nathalie Yamb? Est-elle un danger ou une lumière? Ce qu'elle dit ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai. Mais cela suffit-il à l'écarter du débat public? Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que Nathalie Yamb représente une chance ou une menace pour l'Afrique? Si toi aussi tu penses que l'Afrique a besoin de voix courageuses, partage cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse ton avis en commentaire. Quelle est, selon toi, la chose la plus marquante que Nathalie Yamb a dite ou fait?